Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 73. Accomplissement de soi, le sacré et le profane, partie 8. Le trait de feu rouge atteignit Anna en plein visage, la renversa pied par-dessus la tête, et envoya sa tête percuter le mur de pierre où sa figure pâle sembla demeurer un instant, encadrée par des mèches de cheveux châtain or voletantes avant qu'elle ne s'écroule au sol dans un désordre de robes au moment où la troisième et ultime volée de spirales vertes étincelantes abattait le sortilège de protection de leur ennemi. Les jours de mars défilaient, peuplés de cours magistraux, d'études de devoirs, de petits déjeuners, de déjeuners et de dîners. Le Griffon d'or les regarda fixement, chaque ligne de son corps tendu, son visage révélant un effort silencieux, et ses mains relâchèrent alors leur prise serrée sur le revers du petit Serpentard, et il s'en fut sans que quiconque ne dise un mot. Enfin, Lavande faillit dire un mot, sa bouche s'ouvrit sous le coup de l'indignation, peut-être parce qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de déclamer son discours, mais heureusement Hermione le remarqua, et fit le geste qui voulait dire « la ferme ». Et il y avait le sommeil, bien sûr. Ce n'était pas parce que dormir semblait parfaitement normal qu'il fallait l'oublier. « Innerver », dit la jeune voix de Susan Bones. Les yeux de Hermione s'ouvrirent grands, ses lèvres aspirèrent l'oxygène dans une grande bouffée, ses poumons lui semblèrent lourds comme si un immense poids était posé sur sa poitrine. À côté d'elle, Anna se relevait déjà, la tête entre les mains, grimaçante. Daphné les avait prévenus que ce serait un combat difficile, ce qui avait suscité une certaine trépidation chez Hermione, et d'ailleurs chez toutes les filles. Sauf peut-être chez Suzanne, qui était arrivée à l'heure dite du rendez-vous, avait marché à côté d'elle sans parler et avait combattu la brute de 7e année jusqu'à être la dernière debout. Peut-être le Griffon d'or avait-il été réticent à se battre contre la dernière fille des Bones, ou peut-être Suzanne avait-elle seulement été très chanceuse. Quoi qu'il en soit, lorsque Hermione avait essayé de se redresser, elle s'était rendue compte que sa poitrine lui semblait lourde parce qu'en effet, un corps assez grand était étendu sur elle. Et il ne fallait pas non plus oublier la magie, même si la durée totale pendant laquelle vous lanciez des sortilèges ne représentait qu'une toute petite partie de votre journée. C'était là l'objet même de Poudlard après tout. D'accord, et si on se promenait sur des skateboards, dit Lavande. On pourrait aller de lieu en lieu plus vite qu'en marchant, et on aurait l'air vraiment cool sur des skateboards. Les outils moldus ne sont peut-être pas aussi rapides que les balais, mais ils ont plus de style. On devrait voter. Et vous occupiez le temps restant selon vos penchants naturels, ragots sur les flirts des élèves plus âgés ou livres et séances de travail. Hermione tendit une main tremblante pour ramasser son exemplaire de Poudlard, une histoire, qui était tombée au sol. Le livre rassurant à seulement quelques pas de là où elle s'était retrouvée étendue après que la fille plus âgée en robe rouge se soit cognée contre elle, la projetant vers un mur. Puis la sorcière Gryffondor était partie sans un regard en arrière, seulement un « Salazar et ça » et un mot qui faisait plus mal à Hermione que tout ce que les Serpentards pouvaient dire sur les sangs de bourbe. Sang de bourbe n'était qu'un étrange terme sorcier, mais Hermione connaissait le mot que la Gryffondor avait prononcé. Cela lui faisait toujours aussi mal à chaque fois, et étrangement, encore plus quand cela venait de Gryffondor, de ceux qui étaient censés être les gentils. Harry avait réparti 8 de ses soldats chaotiques entre les autres armées, comme on le lui avait ordonné. Il avait volontairement abandonné 2 lieutenants chaotiques. Il avait envoyé Dean Thomas à l'armée de dragons et avait échangé Seamus Finnegan contre Blaise Zabini, dont Harry avait dit qu'il était sous-exploité à Soleil. Lavande avait fait le choix de rejoindre la majorité de la SPEHS chez Soleil et Tracy avait décidé de rester chez Chaos. Alors tu peux jouer de tes charmes auprès du général Potter, dit Lavande alors que Hermione tentait d'ignorer la présence des 2 filles du mieux qu'elle pouvait. Franchement, Tracette, je pense que notre général Soleil l'a bien attrapé entre ses fils maintenant. Tu aurais peut-être plus de chance en essayant de persuader Hermione d'avoir un de ces, tu sais, arrangements à 3. Personne n'avait encore compris ce que Malfoy trafiquait. Certain, dit Harry Potter d'un ton quelque peu réticent. Tu sais qu'un rationaliste n'est jamais certain de rien, Hermione. Pas même que 2 et 2 font 4, ce n'est pas comme si je pouvais lire l'esprit de Malfoy, et même si c'était le cas, je ne pourrais pas savoir qu'il n'est pas un occlumens parfait. Tout ce que je peux te dire, en me basant sur ce que j'ai observé chez lui, c'est qu'il est bien plus plausible, contrairement à ce que Daphné Greengrass pense, qu'il essaie vraiment de montrer une voie meilleure à Serpentard. On devrait peut-être essayer de suivre son mouvement, Hermione. Bon, Harry semblait penser que Draco Malfoy était un type bien, mais le problème, c'était que Harry avait aussi tendance à faire confiance au professeur Quirrell. Professeur Quirrell, dit Harry, la haine que la maison Serpentard développe à l'encontre de Hermione Granger m'inquiète. Ils étaient assis dans le bureau du professeur de défense. Harry assis aussi loin que possible du bureau du professeur, et même alors la sensation d'un désastre imminent était présente. Et la bibliothèque vide encadrait toujours le crâne dégarni du professeur Quirrell. La tasse en équilibre sur la cuisse de Harry était emplie d'un thé obscur, chinois, et probablement cher du professeur Quirrell. Et le fait que Harry ait dû consciemment décider de le boire en disait long sur la façon dont il s'était mis à réfléchir ces derniers temps.
Et ceci me concerne pour quelle raison dit le professeur Quirrell en sirotant son thé. Oh, eh bien, dit Harry, je vais juste fermer les yeux sur... Oh, professeur Quirrell, arrêtez ça. Vous avez comploté pour rétablir la réputation de Serpentard depuis au moins le premier vendredi de cette année. Peut-être y avait-il eu l'ombre d'un sourire au bord de ses lèvres fines et pâles, mais peut-être pas. Je pense que la maison Serpentard finira par s'en tirer assez bien, monsieur Potter, quel que soit le sort réservé à cette fille, mais je dois admettre que les perspectives actuelles ne sont pas favorables à votre jeune ami. Les brutes de deux maisons, nombre d'entre elles dotées de familles puissantes et bien entourées, voient mademoiselle Granger comme une menace contre leur réputation et comme un affront à leur fierté. Aussi puissant que soit ce motif de lui faire du mal, il ne tient pas la comparaison face à la jalousie brute des Gryffondor qui voient une étrangère obtenir les lauriers de l'héroïsme dont ils rêvent depuis l'enfance. Le sourire sur les lèvres du professeur Quirrell était maintenant certain, bien que léger. Et il y a ceux de Serpentard qui entendent dire que le fantôme de Salazar Serpentard les a abandonnés en faveur d'une Sang-de-Bourbe. Je me demande si vous pouvez même concevoir, monsieur Potter, comment de tels gens peuvent réagir à cela. Ceux qui n'y croient pas tueraient mademoiselle Granger avec joie pour lui faire payer cette insulte. Quant à ceux qui, au fond, dans quelque endroit secret de leur esprit, se demandent si ça ne pourrait pas être vrai, leur état panique intérieur est à peine envisageable. Le professeur Quirrell sirota calmement son thé. Lorsque vous aurez plus d'expérience, monsieur Potter, vous verrez ce genre de conséquences avant l'exécution de vos plans. En l'état, vous êtes desservi par votre choix d'ignorer tous les aspects de la nature humaine que vous trouvez déplaisants. Harry sirota son thé. Ah, dit Harry. Professeur Quirrell, aidez-moi. J'ai déjà offert mon aide à mademoiselle Granger, dit le professeur Quirrell, dès que j'ai prévu ce qui allait se produire. Mon élève m'a dit en termes polis de ne pas me mêler de ses affaires, non que je m'attende à ce qu'elle vous réponde autre chose. Comme je n'ai que peu à gagner ou à perdre dans cette affaire, je ne compte guère insister sur ce point. Le professeur de défense haussa les épaules, sa tasse stable, tenue exactement comme il le fallait. Ne vous inquiétez pas trop, monsieur Potter, mademoiselle Granger est entourée d'une effervescence émotionnelle, mais elle est moins en danger que vous ne l'imaginez. Lorsque vous serez plus âgé, vous apprendrez qu'avant toute autre chose, la décision la plus courante d'un individu est celle de ne rien faire. L'enveloppe que le système Serpentard avait livrée à Daphné au déjeuner n'était pas signée, comme toujours. Le parchemin enclos indiquait une heure, un lieu et simplement difficile. Ce n'était pas un problème pour Daphné. Ce qui l'inquiétait, c'était que Millicent n'avait semblé regarder ni Tracy, ni elle de tout le déjeuner. Elle avait juste gardé ses yeux braqués vers son assiette et s'était contentée de manger. Daphné n'avait pu voir Millicent lever les yeux qu'une seule fois vers la table Poufsouffle avant de les rabaisser rapidement. Même si elle avait été trop loin pour voir l'expression du visage de Millicent, puisque cette dernière s'était assise très à l'écart de Tracy et de Daphné. Elle avait réfléchi à cela pendant le déjeuner, saisie par une nausée plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant et qui l'avait poussée à arrêter de manger après avoir fini la moitié du premier plat. Ce que je vois doit se produire. Comparé à ça, se faire manger par des mots remplis ressemble à une partie de plaisir. Ce ne fut pas une décision consciente, ça ne ressemblait en rien à ce que les Serpentards étaient censés faire, aucun bénéfice personnel ne fut soupesé. Au lieu de ça, Daphné dit à Anna, à Suzanne et à tout le monde que son informateur l'avait prévenu que le prochain ennemi allait viser les Poufsouffles en particulier, et qu'il avait l'intention de prendre le risque de subir le courroux des professeurs, de vraiment faire mal à Anna ou à Suzanne, genre sérieusement, et que ces deux-là devraient rester à l'écart cette fois-ci. Anna avait accepté de rester à l'écart. Suzanne avait... « Qu'est-ce que tu fais là » s'écria le général Granger, bien que ce fût une sorte de cri et de chuchotement mêlés. Le visage rond de Suzanne ne changea pas d'expression, comme si la Poufsouffle avait soudain développé le genre d'air compressé que la mère de Daphné utilisait. « Je suis là, vraiment » dit Suzanne d'un ton calme. « Tu avais dit que tu ne viendrais pas »« J'ai dit ça » dit Suzanne. Elle faisait tourner sa baguette d'une main nonchalamment, appuyée contre le mur de pierre du couloir où elles attendaient, ses cheveux châtain rouge toujours parfaitement disposés autour des bordures jaunes de ses robes de sorcière. Je me demande pourquoi. Peut-être que je ne voulais pas que Anna se fasse des idées. Loyauté Poufsouffle, tout ça. Si tu ne pars pas, dit le général Soleil, j'ordonnerai une annulation de la mission et nous retournons toutes à nos devoirs, mademoiselle Bones. Eh, dit Lavande, on n'a pas voté pour. Ça me va, dit Suzanne, qui regardait fixement l'autre bout du couloir, là où il débouchait sur la grande pièce d'allée où on leur avait dit qu'elle trouverait la brute. Je resterai là, toute seule alors. Pourquoi dit Daphné. Elle avait le cœur au bord des lèvres. Si j'essaie de changer ça, si quiconque essaie de changer ça, des choses vraiment terribles, atroces, pas bien, extrêmement mauvaises se produiront. Et alors, ça aura lieu quand même. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ça ne me ressemble pas, dit Suzanne. Je sais, mais... Elle haussa les épaules. Les gens ne se ressemblent pas tout le temps, tu sais. Elles plaidèrent, elles supplièrent. Suzanne ne parlait même plus. Elle ne faisait que regarder, attendre. Daphné pleurait presque. Elle continuait de se demander si elle était la cause de tout cela, si essayer de changer le destin avait empiré les choses. « Daphné, dit Hermione d'une voix plus aiguë que d'habitude, va chercher un professeur, cours,
Daphné pivota sur ses talons et partit à toute vitesse vers l'autre bout du couloir pierreux, puis elle comprit, se retourna et revint voir les autres filles qui l'avaient regardé partir, sauf Suzanne et Daphné, avec l'impression d'être sur le point de vomir. Dit « Je ne peux pas. »« Quoi ?» dit Hermione. « Parfois ça devient pire quand on essaie de lutter, » dit Daphné. C'était ce qui arrivait parfois dans les pièces. Hermione la regarda fixement, puis dit « Padma !» L'autre cerf d'aigle s'arracha sans discuter. Daphné la regarda partir, sachant que Padma ne courait pas aussi vite qu'elle, se demandant à présent si cela s'avérerait peut-être être la seule raison pour laquelle l'aide allait arriver trop tard. « Les brutes sont là !» dit Suzanne d'un ton laconique. « Oh, elles ont un otage !» Elles tournoyèrent de concert, regardèrent et virent. 3 brutes plus âgées qu'elles. Les yeux de Daphné reconnurent Rhys Belka, qui était un lieutenant de haut rang dans l'une des armées de 7e année, Randolph Lee, qui était numéro 2 du club de duel à Poudlard, et pire que tout, Robert Jackson, 3, en 6e année, dont le père était presque certainement un mange-mort. Ils étaient tous les 3 entourés de sortilèges de protection qui formaient des nuages bleus scintillant sous une surface de ruban d'autres couleurs et qui laissaient parfois voir des facettes externes, des boucliers à plusieurs couches, mais comme s'ils s'attendaient à se battre comme des duellistes expérimentés et qu'ils avaient fait des efforts adéquats pour s'y préparer. Et derrière eux, attachée et soutenue par des cordes lumineuses, Anna Abbott. Ses yeux étaient écarquillés sous l'effet de la panique, sa bouche bougeait, mais elle ne pouvait rien entendre à cause du quietus qu'elles avaient lancé plus tôt. Puis Jackson fit un geste désinvolte de la main et les cordes lumineuses firent voler Anna vers elle. Il y eut un petit pop lorsque le corps de Anna franchit la barrière de silence, mais la baguette de Suzanne était déjà pointée vers Anna et cette dernière marmonna « Wingardium Leviosa !»« Courez !» s'écria Anna alors qu'elle se faisait doucement descendre jusqu'au sol, mais le couloir derrière et devant elle était maintenant obstrué par un champ gris lumineux, un sortilège de barrière que Daphné ne reconnut pas. Ai-je besoin d'expliquer ce dont il s'agit ? Dit Lee d'un ton faussement jovial. Le duelliste en 7e année avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, juste au cas où, bande de petites gueuses, et cela vous inclut, mademoiselle Greengrass, vous avez causé suffisamment de problèmes, et vous avez assez menti. Nous avons amené votre jeune ami juste pour nous assurer que tout le monde sache que nous vous avons toutes eues. Même si j'imagine que l'autre cerf d'aigle se cache dans un coin ou est accroché quelque part au plafond. Eh bien, peu importe, ceci est votre... Assez parlé, dit Robert Jackson III. C'est l'heure d'avoir mal, et il leva sa baguette. Clotte! Suzanne leva immédiatement la sienne, dit Prismatis, et une petite sphère arc-en-ciel apparut en l'air presque au même instant. Une barrière si dense et lumineuse qu'elle demeura intacte même lorsque le sortilège de Jackson la frappa, rebondit vers Belka dont la baguette alla écraser le projectile noir. Puis un moment plus tard, la brume multicolore fut partie. Les yeux de Daphné s'écarquillèrent pendant quelques secondes. Elle n'avait jamais pensé à utiliser une sphère prismatique comme ça. « Joxy chérie, dit Belka. Ses lèvres s'ouvrirent en un sourire vicieux. « Je pensais qu'on en avait parlé. D'abord on les bat, ensuite on joue. »« S'il vous plaît, dit Hermione Granger d'une voix défaillante. Laissez-les partir, je promets que je... »« Oh, vraiment, dit Lee avec agacement. Es-tu sur le point de proposer de te rendre si on les laisse partir ? On vous a déjà toutes, tu sais. » Jackson sourit. « Ça pourrait être amusant, dit le mange-mort de 6e année d'un ton à la fois doux et menaçant. Et si tu me léchais mes chaussures, Sandbourbe, pour qu'une de tes amies puisse partir, choisis celle que tu aimes le plus, les autres souffriront. »« Non, dit la jeune voix de Susan Bones. Aucune chance que ça arrive, et d'un geste trop rapide pour être ne serait-ce que suivi du regard, la Poufsouffle se jeta sur le côté au moment même où un tir d'étourdissement pourpre fusait de la baguette de Belka. Daphné put à peine voir le mouvement lorsque Suzanne sembla entrer en collision avec le mur du couloir, rebondir comme s'il avait été en caoutchouc, et que ses jambes s'écrasèrent dans le visage de Jackson sans traverser le bouclier. Mais le 6e année s'effondra en arrière sous la puissance de l'impact, et Suzanne suivit le mouvement, son pied s'écrasa sur le bras armé du garçon et fut de nouveau repoussé par le bouclier. Puis Lee hurla alors, et Belka, mais Parvati hurla « Prismatis !» et le mur arc-en-ciel apparut. Mais le rayon bleu le traversa comme s'il n'avait pas été là, et manqua Suzanne de quelques centimètres. Puis il y eut un tourbillon de mouvements que Daphné ne put suivre durant lesquels les pieds de Belka furent balayés, mais la sorcière plus âgée se releva juste d'une roulade, et alors... Daphné les vit venir, ses lèvres commencèrent à dire « Pris », mais il était déjà trop tard. 3 projectiles étincelants se fracassèrent en même temps sur Suzanne, qui avait eu baguette levée, comme si elle aurait pu les contrer. Et il y eut un éclair blanc lorsque les sortilèges touchèrent le bois enchanté. Mais les jambes de Suzanne furent alors prises de convulsions qui l'envoyèrent voler vers le mur. Sa tête heurta celui-ci avec un étrange son de craquement, et Suzanne fut alors étendue, immobile, sa tête formant un angle visiblement étrange par rapport au reste de son corps, sa baguette toujours serrée dans sa main tendue. Il y eut un instant de silence glacial. Parvati fonça vers l'endroit où Suzanne était étendue, pressa son pouce contre le poignet de Suzanne, là où l'on aurait pu sentir son pouls, puis lentement, en tremblant, elle se leva, yeux écarquillés. « Vitalis Revelio » dit Lee alors même que Parvati ouvrait la bouche, et le corps de Suzanne fut entouré d'une lueur rouge et chaude. Le 7e année souriait vraiment à présent. « Probablement juste une clavicule brisée, je dirais. Bien essayé, cela dit. » « Merlins qu'ils sont rusés, dit Jackson. Vous m'avez eu pendant quelques secondes, mes chéris. La 7e année ne souriait pas du tout. Tonaré s'écria Daphné en levant sa baguette au-dessus de sa tête et en se concentrant avec plus de force qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Rava Calviria Lucis
Elle ne vit même pas le sortilège qui l'a bâti. Hermione sentit les nerfs verts qui la réveilla, et par quelque choix stratégique intuitif, elle ne se releva pas immédiatement d'une roulade. Ça avait été une bataille sans espoir et elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire, mais son instinct lui disait que bondir sur ses pieds ne serait pas une bonne décision. Hermione entr'ouvrit à peine les yeux et les fins rayons de lumière qui entrèrent lui montrèrent Parvati qui reculait face à 3 brutes, et c'était la dernière fille debout que Hermione pouvait apercevoir. Ses yeux lui montrèrent aussi Tracy, tombée non loin d'elle. Hermione avait encore sa baguette en main aussi. En espérant éperdument que la Serpentard ferait montre de plus de jugeote qu'à l'habitude, Hermione mut sa baguette aussi discrètement qu'elle le pouvait, et quasiment sans bouger les lèvres murmura « Innerver ». Hermione sentit que le sortilège avait fonctionné, mais Tracy ne bougea pas. Hermione espéra que c'était parce que Tracy se montrait rusée et attendait de... Que pouvait-elle faire? Elle l'ignorait, et la panique qui avait patienté pendant le combat commençait à la dévorer de l'intérieur maintenant qu'elle était immobile, qu'elle essayait de penser, qu'elle pouvait voir que c'était absolument sans espoir. C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd, et même si cela s'était passé hors de son champ de vision, elle sut que Parvati était tombée. Un moment de silence vint, et puis s'en fut. « Et maintenant quoi ?» dit le garçon à la voix douce effrayante. « Maintenant, on réveille la Saint-de-Bourbe » dit la voix précise du garçon à la voix cérémonieuse effrayante, et on découvre qui est vraiment derrière ça, pas le fantôme de Salazar Serpentard. « Non, mes chéris, dit la voix angélique effrayante de la fille. D'abord, nous les attachons toutes très soigneusement. Il y eut alors un son d'éclair et de tonnerre. Les yeux de Hermione s'écarquillèrent de surprise avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, et dans son champ de vision maintenu élargi, elle vit le garçon doux effrayant convulsé sous l'impact d'arc et énergie jaune qui se déversaient sur lui tel d'immenses vers étincelants. Sa baguette bondit hors de sa main et il s'effondra sur le sol, agité de soubresauts, et un moment plus tard il était immobile. « Toutes les autres dorment maintenant ?» dit une voix. « Bien. » Susan Bones se leva non loin de là où le garçon doux effrayant s'était tenu, le cou toujours étrangement tordu. Puis elle fit le geste de s'assouplir la nuque, un mouvement circulaire désinvolte, et sa tête fut de nouveau droite. La première année au visage dodu se tenait face aux 2 dernières brutes, une main sur la hanche. Elle souriait, et elle était entourée d'un nuage à facettes bleuâtres. Polynectar, cracha la fille brute. Polyfluis reverso, rugit le dernier garçon brut. Sa baguette éructa quelque chose qui ressemblait au reflet d'une écharpe, qui passa sans rencontrer de résistance à travers le nuage qui entourait Suzanne. Pendant un instant, cette dernière luit d'une étrange couleur miroir, comme un reflet d'elle-même, puis la lueur s'estompa. La jeune fille se tenait toujours là, main sur la hanche. Faux, dit Suzanne, et c'est la vérité, continua-t-elle, au cas où personne ne vous l'a jamais dit. Dans sa main s'éleva une baguette rendue floue par le nuage de bleu qui l'entourait. On ne touche pas aux poufs, dit Suzanne, et dans un éclair gris si puissant qu'il en fit mal aux yeux mi-clos de Hermione, la véritable bataille commença. Elle continua un moment. Une partie du plafond fondit, la fille brute tenta de déclarer une trêve, dit qu'ils allaient partir et emmener Jackson avec eux, et Suzanne rugit les syllabes d'un sortilège que Hermione sut être le découragement ignoble d'Abby d'Aldim, un sortilège illégal dans 7 pays. La fille brute finit allongée au sol, inconsciente, impossible à réveiller. Le dernier garçon brut avait fui en laissant les corps de ses compagnons derrière, et Suzanne s'appuyait contre un mur, couverte de sueur, ses robes écorchées, trempées par endroits, haletante et serrant son épaule droite de la main gauche. Après s'être raidie, Suzanne pivota pour regarder ses camarades sorcières endormies au sol. Enfin, elles auraient dû être endormies au sol. Lavande se rasseyait déjà, les yeux gros comme des pastèques. « dit Lavande. « C'était... » dit Tracy. « Hein ?» dit Hermione. « Je veux dire quoi ?» dit Parvati. « Génial !» dit Lavande. « Oh bon sang !» dit Susan Bones. Son visage avait déjà pâli sous la sueur, et cela ne faisait qu'empirer, lui donnant un air terriblement blanchâtre. « Ah, pourrais-je vous convaincre que vous venez d'halluciner, tout ça ?» Il y eut un rapide échange de regards. Hermione regarda Parvati, Parvati regarda Lavande et Tracy échangèrent un coup d'œil. Elles regardèrent toutes les 4 Suzanne et secouèrent la tête. Et Suzanne s'enfuit dans le couloir à une vitesse étonnamment rapide, avant que quiconque puisse dire un mot de plus. « Non mais sérieux, c'était quoi ?» dit Parvati. « Innerver » dit Hermione en dirigeant sa baguette vers Daphné, dont elle n'avait pu apercevoir le corps plus tôt, et Lavande pointa sa baguette vers Anna et fit de même. Les yeux de Anna s'ouvrirent, et elle essaya désespérément de faire une roulade pour se remettre sur pied, mais elle s'effondra au sol à mi-parcours. « C'est bon, Anna » dit Lavande. « On a gagné. »« On a quoi ?» dit Anna en tas sur le sol. Daphné n'avait pas bougé, mais Hermione pouvait voir sa poitrine se soulever et s'abaisser, et le rythme semblait assez normal. « Je pense qu'elle va bien, » dit Hermione. Mais elle prit un moment pour déglutir car sa bouche était trop sèche. Les choses avaient vraiment dégénéré. Je pense qu'on devrait emmener Daphné chez Madame Pomme-Fraîche. Bien sûr, donnez-moi juste quelques minutes et je m'en sortirai peut-être, dit Parvati. Pardon, mais, dit Daphné d'un ton poli mais ferme, comment a-t-on gagné? Et pourquoi le plafond a-t-il l'air tout fondu? Il y eut un silence. C'est Suzanne qui a fait ça, dit Tracy. Ouais, dit Parvati d'une voix qui n'était que légèrement instable, tout en se levant en époussetant ses robes à bordure rouge. Il s'avère que Susan Bones est l'héritière de Poufsouffle, et qu'elle a ouvert l'entrée depuis longtemps perdue de la chambre du dur labeur et de la pratique de Helga Poufsouffle. Hein? Dit Anna.
qui se parcourait le corps pour vérifier que tous ses membres étaient encore là. Je pensais que c'était seulement quelque chose que le professeur Chourave disait pour nous enseigner une importante leçon de morale. Vraiment, Suzanne ? Hermione reprenait lentement ses esprits. La terreur absolue n'avait pas duré plus de 30 secondes, ou du moins Hermione n'avait pas été consciente plus longtemps. En fait, dit Hermione d'un ton circonspect, à mesure que son esprit se remettait à fonctionner, je suis assez certaine que c'est juste quelque chose que raconte le professeur Chourave. Ce n'était pas dans Poudlard une histoire, ni dans aucun autre livre que j'ai lu. C'est une double sorcière s'écria Tracy d'une voix si aiguë qu'elle se brisa. Mais oui, c'en est une depuis le début. Quoi hurla Parvati en se tordant pour regarder Tracy. C'est le truc le plus dingue. Bien sûr, dit Lavande, à présent complètement debout, commençant à sautiller sous le coup de l'excitation. J'aurais dû m'en rendre compte. Suzanne est une quoi dit Hermione. Une double sorcière, dit Tracy. Tu vois, dit Lavande en parlant très vite, il y a toujours des histoires d'enfants nés super magiciens capables de lancer des sortilèges que personne d'autre ne peut lancer, et qu'il y a toute une école secrète à l'intérieur de Poudlard, avec des cours que seuls peuvent voir, et où seuls eux peuvent se rendre. Ce sont seulement des histoires, s'écria Parvati. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je veux dire, oui, bien sûr, j'ai lu tous ces livres, mais... Une minute, s'il vous plaît, dit Hermione. Peut-être que son esprit était ralenti après tout. Vous voulez dire que même si vous allez déjà à une école de magique et tout ça, vous aimeriez bien aller à une double école magique ? Lavande la regarda d'un air perplexe. Quoi dit-elle. Qui ne voudrait pas avoir de super pouvoirs magiques en plus? Ce serait comme avoir un destin incroyable et tout. Ça voudrait dire qu'on est spécial. Sur ces mots, Anna hocha la tête en les observant, allongée aux côtés de Daphné vers laquelle elle avait rampé afin de vérifier que ses os n'étaient pas brisés. J'aimerais être une double sorcière, dit alors Anna, puis d'un ton un peu plus triste, même si je ne crois pas que ça existe vraiment. Vous avez vu Suzanne faire quoi exactement? Je veux dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas juste halluciné après avoir été assommée? À ce stade, Hermione ne savait vraiment plus quoi dire. Oh non, dit Tracy. La Serpentard pivota et regarda l'entrée du couloir, ses robes voletant autour d'elle. Oh non, on doit sortir d'ici, on doit partir avant que Suzanne ne revienne avec quelqu'un capable de nous lancer un sortilège de super oubliette. Suzanne ne ferait pas une chose pareille, dit Parvati, même s'il y avait... Qu'est-ce qu'il se passe ici? Rugit une voix suraiguë et couinante, et le professeur Flitwick déboula dans le couloir, en partie fondu, tel un petit paquet dangereusement comprimé de furie académique, suivi d'une Padma au visage de cendre qui haletait derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissa échapper Suzanne face à la fille qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mis à part les robes écorchées et imbibées de sueur. Oh, excellente question, dit l'autre Suzanne Bones tout en se débarrassant rapidement de ce qui restait des vêtements qu'elle avait empruntés. Un instant plus tard, la fille commença à se métamorphoser en sa forme plus usuelle de Nymphadora Tonks. Désolé, mais je n'ai rien su inventer, alors tu as environ 3 minutes pour trouver une réponse à cette. Comme Daphné Greengrass le fit remarquer ensuite, avec quelques acerbités, l'erreur dans le plan de fourbe de Hermione, qui assurait que les points de maison seraient déduits de façon équitable si elle se faisait prendre, c'était que ça ne marchait pas pour les retenues. Elles s'étaient toutes mises d'accord pour se taire quant au pouvoir mystérieux de Suzanne, même Tracy après que Suzanne ait menacé de la super oubliété si elle ne promettait pas. Malheureusement, elles découvrirent au dîner non seulement que quelqu'un avait oublié de parler au brut de leur accord, mais aussi que Suzanne Bones avait sacrifié son âme à de terribles pouvoirs interdits qui habitaient maintenant sa carcasse, et que c'était pour ça qu'elles étaient toutes retenues. Hermione, dit Harry Potter, assis à côté d'elle au dîner, sa voix très timide. Ne t'offusque pas s'il te plaît, et je comprendrais si tu disais que ce n'était pas mes affaires, mais je pense de plus en plus que les choses commencent à devenir incontrôlables. Hermione continua d'écraser sa part de gâteau au chocolat dans son assiette pour en faire une bouillie informe de gâteau et de glaçage. Oui, dit Hermione, d'une voix qui était peut-être un peu acerbe. C'est ce que je disais au professeur Flitwick quand je m'excusais, que je savais que la situation nous avait échappé. Et il a hurlé « Vraiment, mademoiselle Granger, vous pensez ?» d'un couinement tellement fort que mes oreilles ont pris feu. Je veux dire que mes oreilles ont pris vraiment feu. Le professeur Flitwick a dû les éteindre. Harry s'était soudain mis une main sur le front. « Excuse-moi, » dit Harry. Son visage était parfaitement neutre. « Parfois, j'ai encore un peu de mal à m'habituer à ce genre de choses. Hé, Hermione, tu te souviens de l'époque où on était jeune et naïf et où on pensait que le monde était un endroit plus ou moins compréhensible ?» Hermione posa sa fourchette et le regarda un moment. « Est-ce que ça t'arrive de souhaiter être un moldu, Harry ? Hein ?» répondit-il. « Enfin, bien sûr que non. Je veux dire, même si j'étais un moldu, un jour ou l'autre, j'aurais quand même essayé de conquérir le monde. » Et Hermione lui jeta un regard, et le garçon déglutit le mot avec hâte, et dit « Je veux dire optimiser, bien sûr, tu sais que c'est ce que je veux dire. Hermione, là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas comme si mes buts seraient différents dans un cas ou dans l'autre, mais avec la magie, ça va être beaucoup plus simple de faire le travail que si je n'avais eu accès qu'aux capacités moldues, si tu y réfléchis de façon logique. C'est pour ça que je vais à Poudlard au lieu de juste ignorer tout ça et d'étudier pour faire une carrière dans la nanotechnologie. » Ayant fini d'arranger sa sauce de gâteau au chocolat à sa façon, Hermione commença à y tremper ses carottes et à les manger. « Pourquoi cette question ?» dit Harry. « Est-ce que tu aimerais revenir au monde moldu ?» Pas exactement, dit Hermione en prenant une petite bouchée de carottes et de chocolat. C'est juste que je me trouvais bizarre d'avoir souhaité être une sorcière. Est-ce que tu voulais être un sorcier quand tu étais petit? Bien sûr, répondit tout de suite Harry. Je voulais aussi avoir des pouvoirs psychiques, une super force, des os renforcés en adamantium, mon propre château volant, et parfois j'étais triste de me dire que j'allais peut-être devoir me contenter d'être un super scientifique célèbre et un astronaute. Hermione hocha la tête.
Tu sais, dit-elle doucement, je pense que les sorcières et les sorciers qui grandissent ici n'apprécient pas vraiment la magie à leur juste valeur. Enfin, bien sûr que non. C'est ce qui nous donne notre avantage, n'est-ce pas évident? Je veux dire, franchement, j'ai trouvé ça carrément évident 5 minutes après être arrivé au chemin de traverse. Il y avait un air perplexe sur le visage du garçon, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle faisait attention à quelque chose d'aussi ordinaire.